Merci à tous donc d'être présents pour ce grand débat du Congrès de l'Intech 2023. Grand débat dont la thématique est territoire, les acteurs de la construction au cœur des transitions. Alors ça fait beaucoup de mots, beaucoup de concepts, peut-être pour un seul titre. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Franck Desmond, président de l'Intech, pour qu'il nous explique ce qu'il y a derrière ce choix de titre. Merci Paul, donc bonjour à toutes et à tous. En fait, l'Intech a mis en place toute une réflexion très thématique depuis quelques années. C'est la suite en fait logique de deux congrès que nous avons été amenés à réaliser, qui sont les suivants. Alors pour certains, vous y avez participé. Le premier, c'était à Nîmes. On a essayé de réveiller un petit peu les pouvoirs publics sur la notion de coût global. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait à notre niveau une vraie réflexion comment en fait doter les collectivités ou les maîtres d'ouvrage d'outils un peu différents pour arbitrer. Et malheureusement, malgré des réglementations, des normes, on a beaucoup de mal à les mettre en œuvre au niveau du terrain. Donc on a fait donc ce congrès à Nîmes, c'était assez exceptionnel. C'était le premier congrès ou le deuxième après Covid. Et ça nous a amené à enchaîner en fait un deuxième congrès qui était sur le thème de la décarbonation. Alors c'était à La Rochelle l'an dernier, où en fait on a pu parler de différents sujets, et notamment on a remis une étude, alors je pense que vous en avez tous pris connaissance, qui était une étude en fait qui était l'impact tout simplement de la RE sur les coûts de construction, et ça nous a amené en fait à deux conclusions. La première, c'est que on ne pouvait pas continuer comme on travaillait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on travaille encore je dirais dans l'ancien modèle, et qu'on avait besoin de se remettre en question. Donc le premier constat, c'était effectivement qu'on arrive à avoir des acteurs le plus en amont possible dans l'acte de construire, de manière à être accompagnés pour proposer des solutions qui soient des solutions à la fois innovantes et plus pérennes. Donc on avait très axé en fait sur le fait qu'on devait agir très en amont, et le fait en fait tout simplement qu'on devait ouvrir les yeux et aller chercher des solutions qui n'existaient pas forcément, mais qu'on devait proposer à nos clients. Et il y a une deuxième conclusion qui était importante, qui consistait à dire que sans se préoccuper de la manière dont on allait proposer les solutions techniques ou tout simplement des modes, on ne répondrait pas aux questions qui nous étaient posées. En tout cas, on n'atteindrait pas nos objectifs. Et là est née en fait la question du territoire, en se disant qu'en réalité, il fallait qu'on soit en capacité de s'organiser au niveau des territoires, de proposer au niveau des territoires des filières complètes en fait de réponse à cette problématique, et qu'on soit tout simplement en capacité de les reproduire. Donc l'idée était innovation, organisation au niveau des territoires, cette capacité qu'on doit avoir tout simplement à reproduire des choses qui fonctionnent bien. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est né ce congrès. Alors derrière territoire, acteurs de la construction, l'idée c'est de toucher toute la filière. Ça va en fait tout simplement des collectivités locales, des aménageurs, mais ça va aussi au niveau de la composition des maîtrises d'ouvrage, la composition des maîtrises d'œuvre et des entreprises. Voilà. Donc c'est pour ça que ce thème pour nous est important. Et vous noterez, vous verrez dans les discussions qu'on va avoir que ce thème a été identifié il y a plus d'1 an maintenant, et qu'aujourd'hui il est vraiment en pleine d'actualité. Voilà, tout simplement. Effectivement, plein d'actualités, puisque vous avez entendu récemment le gouvernement annoncer le lancement de COP territoriales, justement pour organiser la transition écologique sur le territoire. Mais ça, plutôt que je vous le dise moi, on va laisser la ministre des collectivités territoriales nous le dire, Dominique Faure, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui nous a laissé un message vidéo que vous allez pouvoir découvrir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Des impératifs d'agenda m'empêchent malheureusement d'être à vos côtés à Saint-Étienne aujourd'hui, mais je tenais néanmoins à vous adresser un bref message dans le cadre de votre congrès de l'Union nationale des économistes de la construction, l'UNTEC, le syndicat des économistes de la construction. Le rôle des territoires dans les transitions énergétiques et écologiques, thème de votre congrès, est d'une pertinence particulière à une époque où la préservation de notre planète et la réduction de notre empreinte écologique, mais aussi notre sobriété foncière sont des enjeux cruciaux. Les économistes de la construction jouent un rôle essentiel dans la conception et la réalisation des bâtiments et des infrastructures de demain. Ils ont un rôle clé à jouer dans la transition vers un avenir plus durable. Vous êtes réunis ici pour partager vos connaissances, vos expériences et vos idées sur la manière dont les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient périurbains ou ruraux,
peuvent contribuer de manière significative aux transitions énergétiques et écologiques, et je dirais même aux transitions démographiques. Nous savons que les défis sont nombreux, mais nous savons aussi que les solutions existent et elles sont à portée de main, vous le savez. Réduction de l'empreinte carbone des bâtiments, lutte contre l'artificialisation des sols, évolution du mix énergétique. Le secteur de la construction est au cœur des transitions environnementales et énergétiques que nous avons engagées au gouvernement. Si ces objectifs sont connus et partagés, cette trajectoire écologique ne portera ses fruits que si les territoires et les élus locaux s'en emparent. Les collectivités sont des relais indispensables pour faire évoluer la façon dont sont conçus et réalisés les champs de construction et d'aménagement. Elles sont aussi de formidables champs d'expérimentation où les initiatives se multiplient pour inventer tout simplement les nouvelles façons de construire la ville et les mobilités de demain. En mettant les territoires au cœur de votre congrès 2023, l'UNTEC, l'UNTEC contribue à cette mobilisation des énergies au plus près des chantiers. Son grand débat met en avant les différents échelons politiques concernés qui figurent aussi parmi les principaux donneurs d'ordre, l'État, les régions, les intercommunalités. Il donne aussi la parole aux acteurs opérationnels dans la construction, aménageurs, économistes et entreprises, pour rappeler les conditions de réussite de notre transition écologique. Le président de la République a réuni lundi 25 septembre un conseil de la planification écologique pour faire le bilan des travaux du secrétariat général à la planification écologique. C'est un peu technocratique, oui, mais c'est tellement clair quand on s'y intéresse. Au sein de l'effort national à conduire en matière de réduction des gaz à effet de serre, le SGPE a territorialisé l'effort de chaque région au regard de critères nombreux comme la population ou la part des entreprises émettrices de carbone. Ces données vont être données aux régions, à chacune des régions, dans le cadre de COP territoriales qui vont s'installer d'ici la fin de l'année 2023 sur la base d'une circulaire en cours de finalisation après plusieurs séries d'échanges avec les élus locaux. En résumé, la planification nationale, qui sont des objectifs que nous nous fixons à nous, gouvernement, elle va être déclinée sous forme d'objectifs partagés dans chaque région. Ces COP territoriales fonctionneront en 3 temps. Le partage de données sur des objectifs régionaux à atteindre pour permettre leur appropriation, la définition des efforts à réaliser par la région dans toutes ses composantes thématiques. Si vous avez vu, cette planification, elle est segmentée. Donc évidemment l'agriculture, le logement, les transports, comment on va pouvoir moins émettre de CO2, comment on va mieux capter le CO2. Et puis, troisièmement, les engagements financiers et stratégiques afférents. La présidence de ces COP territoriales sera confiée à un binôme, un tandem, préfet de région, président du conseil régional. Ces réunions associeront les élus régionaux, départementaux, intercommunaux et communaux, ainsi que les associations, dont la vôtre, mais aussi les citoyens et les entreprises, selon des modalités qui seront précisées dans les prochaines semaines par ces tandems État-région. Je sais que vous y prendrez votre part active et constructive. En tout cas, je sais que votre contribution sera précieuse. Je vous connais parce que j'ai une de mes collègues à Saint-Orens-de-Gainville, la commune où j'étais maire, qui travaille dans un des acteurs de votre métier, économiste de la construction dans la métropole de Toulouse. Je vous remercie de votre engagement, de votre passion pour un avenir plus durable et ensemble, nous pouvons relever les défis environnementaux qui se dressent devant nous. Un grand merci à vous et je lirai bien sûr les contributions et les conclusions de vos travaux. À bientôt. Un message qui a le double mérite d'être très complet, de bien introduire ce débat et puis également de nous apprendre. Donc on aura bientôt ces déclinaisons en région avec ce tandem État-région, donc y compris ici en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ça peut être prometteur. Autour de nous pour débattre de ces sujets, 5 intervenants. De votre gauche à votre droite, Vincent Malfer, directeur de la CERL, qui est une SEM active sur le Grand Lyon. Vous me permettrez ce raccourci. Frédéric Pronchéry, maire de Belleville en Beaujolais. Franck Perrault, vice-président de la FFB en charge des professions. Florence Hilaire, directrice générale de l'EPORA, l'établissement public foncier Ouest-Rhône-Alpes. On est bon. Et Franck Desmond, président de l'Intec. Pour débattre donc de ce sujet qu'on a organisé en quatre temps. 4 temps, et un premier temps, je vais vous les dire rapidement. Un premier temps sur le foncier, comment réussir le pari de la sobriété. Un deuxième temps sur la question du maintien de l'activité productive dans ce cadre de restriction du foncier. Ça semble un peu loin de la transition écologique, mais vous verrez, ça peut nous y ramener. Un troisième temps sur les matériaux et systèmes constructifs pour s'interroger ensemble si les filières décarbonées sont prêtes. Et un dernier temps sur énergie, construction, sur l'énergie, pour voir comment réussir effectivement cette évolution du mix énergétique sur toute la chaîne de l'acte de construction, de la construction à l'exploitation. Foncier, comment réussir le pari de la sobriété? Alors voilà, on avait choisi ce thème-là, bien évidemment, avant qu'il soit au cœur de l'actualité récente, ici en région Rhône-Alpes. Je vous donne la patate chaude, Florence Hilaire, directrice générale de l'EPORA, à double titre, parce que déjà vous êtes une locale de l'étape, vous êtes venu à pied, voilà, et que vous avez en plus réalisé ici à Saint-Étienne de nombreux projets qui illustrent justement, quand on parle de foncier, de ZAN, on parle de refaire la ville sur la ville. Et je voulais vous proposer, pour présenter votre activité, de nous dire, voilà, qu'est-ce que vous avez fait ici à Saint-Étienne, par exemple, et qu'est-ce que ça implique de refaire la ville sur la ville, d'un point de vue technique? Bien, merci pour cette invitation. Effectivement, je suis la locale de l'étape, puisque mes bureaux sont à 2 pas de ce parc d'exposition. Donc l'EPORA, c'est comme ça qu'on s'appelle, est un établissement public foncier d'État qui intervient sur un territoire quand même plus large que la Loire ou que Saint-Étienne, puisqu'on est sur 5 départements actuellement. La Loire, le Rhône, le Nord d'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Donc à ce titre-là, on investit le sujet du foncier depuis maintenant 25 ans. On a été créé à l'origine pour traiter les friches industrielles de la Loire. Une fois qu'on était en fin des années 90, avec la fermeture d'un certain nombre de sites, dont ceux de l'armée, des grands sites de fabrication de chars, d'armes et tout ce qui était en lien avec l'armée était en train d'être fermés ou avait été fermés et devait être reconvertis. Et on a créé l'établissement pour ça. Donc depuis 25 ans, on s'acharne, plus ou moins dans la lumière d'ailleurs, à refaire la ville sur la ville. Et notre activité, c'est venir sortir le foncier dormant dans les villes, le requalifier pour le remettre sur le marché. Et ça, c'est pas quelque chose de très facile dans les secteurs détendus notamment, parce que c'est pas le marché qui le fait. Les friches, elles peuvent avoir 25 ans, 30 ans, il se passe rien. Si la force publique, à un moment donné, si la collectivité ne prend pas le sujet à bras-le-corps, il se passe rien et on continue à urbaniser autour dans les zones aujourd'hui qui sont des zones naturelles et agricoles. Donc depuis 25 ans, l'établissement, lui, fait la partie hard, essaye de mobiliser ses friches, de les dépolluer, de les déconstruire pour partie et de les remettre dans le marché à des prix qui sont compatibles avec le marché, avec au passage un gros déficit, bien entendu, qui est pris en charge par la collectivité avec qui on est en partenariat et une partie aussi par l'établissement. Pour tout vous dire, le modèle de l'établissement, il est basé sur une taxe, qui est la TSE, et qui aujourd'hui sert à faire ce qu'on fait en matière de recyclage urbain dans les secteurs qui ne peuvent pas être pris par le marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Saint-Étienne en est un bel exemple de l'action de l'établissement. Vous êtes sortis peut-être pour la plupart, vous êtes arrivés par la gare de Château-Creux. Juste en face de la gare, avant il y avait des entreprises, des industries polluantes. Derrière la gare, il y avait la même chose. Et en ce moment, 20 ans après le démarrage de l'activité de l'établissement,
qui a été rejoint ensuite par un établissement public d'aménagement, c'est les PAZ, les Saint-Étienne, a été reconstruit tout le quartier qui est autour de la gare. Après maintes démolitions, dépollutions, délocalisations pour les quelques entreprises qui restaient, pour pouvoir reconstruire ce bout de ville qui maintenant devient un vrai bout de ville, une sortie de gare qui soit à peu près correcte. Pour ceux qui ont connu Saint-Étienne il y a 30 ans, c'était pas tout à fait la même chose. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que les friches industrielles. Maintenant, on s'attaque à toutes sortes de friches. Donc il peut y avoir des friches de type sanitaire, hospitalière. Les EHPAD sont quand même des super friches qui sont en train de se multiplier, les hôpitaux aussi, des friches tertiaires. Sur les Saint-Étienne, il y a aussi un grand immeuble de 15 étages qui a été vidé par la CPAM il y a maintenant 5 ans et qui est aujourd'hui en plein centre-ville de Saint-Étienne et qui est complètement amianté et qu'il a fallu requalifier. On ne l'a pas démoli celui-là et puis on va le réinvestir et la ville de Saint-Étienne va le réinvestir. Donc tout ça c'est pour dire que c'est un travail de longue haleine et qu'on a pratiqué pendant des années un peu sous le radar. Avec l'idée de la sobriété foncière, de zéro artificialisation nette, les EPF, les établissements publics fonciers, sont maintenant un peu sortis de l'ombre et maintenant sont carrément devenus un des outils principaux des collectivités pour essayer d'agir sur leur enveloppe urbaine, pour aller attaquer les gisements fonciers qui sont dans l'enveloppe urbaine. Et donc il va falloir le faire d'une manière massive. Et c'est ça le sujet. À mon avis, la rupture, elle est là. Il va falloir s'attaquer de manière massive à la reconstruction de la ville sur la ville. Ça pose des questions de savoir-faire, de temps, de durée. Une opération de requalification foncière, c'est dans l'urbain, c'est être capable de prendre possession d'un nombre certain de parcelles et de propriétés et de biens fonciers. On n'agit pas avec des hectares, on agit avec des centaines, des milliers de mètres carrés qu'on additionne pour essayer de faire des tènements pour ensuite faire des opérations. Donc c'est du temps long d'acquisition, c'est du temps long parce qu'il faut ensuite requalifier, souvent partiellement démolir, conserver ce qu'il y a à conserver, dépolluer quand il y a eu une activité polluante, et ensuite trouver l'opérateur qui va venir reconstruire avec des mitoyennetés, de l'accessibilité pas simple, etc., sur des terrains qui sont des terrains, somme toute, d'occasion. Donc la question du terrain d'occasion est aussi un sujet qui est important, puisque c'est pas facile, c'est pas la même chose de construire sur un terrain vierge qui a accueilli des pommes de terre ou des blés, que de construire sur un terrain qui a déjà été anthropisé, qui a une histoire, qui a été pollué, qui a été peut-être dépollué, mais qui reste de la pollution résiduelle, avec des contraintes dont il faut tenir compte et qui engendrent forcément aussi des surcoûts en matière de construction. Donc voilà, on a ce panorama aujourd'hui et il va falloir faire ça en mode massif, quoi. Et c'est ça tout l'enjeu des années qui arrivent, savoir modifier nos modes de faire pour pouvoir agir et puis aussi anticiper. Donc c'est ce que nous on dit aux collectivités. Il y a un seul message que je passe aux collectivités, c'est que je suis persuadée aujourd'hui que la stratégie foncière publique va devoir être démultipliée. Parce que les collectivités doivent savoir comment gérer leur foncier, doivent avoir une vision, doivent déterminer leur stratégie en matière foncière, parce que ça va être l'élément moteur de tous les projets sur lesquels vous allez travailler, vous, demain. On a ici un bel exemple de, merci Mme Miller, de cette réflexion d'une collectivité sur son patrimoine foncier avec vous, Monsieur Pranchéry, maire de Belleville en Beaujolais, puisque vous avez, je crois, si j'ai bien compris nos échanges, carrément décidé de mettre un coup d'arrêt sur une ZAC qui était prévue sur votre territoire pour réfléchir à l'usage de ce foncier et vraiment l'interroger à l'image, enfin, sur ce prisme de la sobriété. En fait, on a mis un coup d'arrêt à l'ensemble de l'immobilier, qu'il soit l'immobilier industriel ou l'immobilier résidentiel, suite aux dernières élections. Et l'idée, c'était d'écrire un nouveau référentiel,
C'est-à-dire que les acteurs de la construction, moi j'ai pas besoin de leur plaquette promotionnelle, ce qui m'intéresse c'est de leur donner les souhaits de la collectivité. Donc on a écrit un référentiel, on a changé les règles, on a fait une modification du PLU et maintenant on s'interroge parce que ce ZAN, zéro artificialisation nette, hein, qui est tombé sur tout le monde presque de façon soudaine, en tout cas on ne s'attendait pas à ce que ça aille peut-être aussi vite, il va falloir s'y adapter et donc le partager entre le résidentiel, entre l'industriel qui crée aussi la richesse sur les territoires. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir le maîtriser à 100%. Donc modification du PLU, un référentiel de l'habitat qui est très complet puisqu'on veut être la première ville bioclimatique et positive en énergie en 2035 en France. Et donc ça demande des efforts massifs, très très rapides, et donc on réfléchit à ne plus vendre le foncier. Avec le ZAN, on le voit déjà, hein, les effets c'est que le coût du foncier devient de plus en plus important, et il y a pourtant un effort extrêmement important à construire des logements. Et donc tout ça c'est un petit peu antinomique, avec en plus une crise de l'immobilier qui est dans lequel on est bien installé là, et donc de manière à pouvoir quand même aménager notre territoire en construisant de façon sobre, de façon pérenne. Eh bien, on travaille actuellement avec nos avocats sur des foncières immobilières et sur des systèmes de baux à construction où la collectivité va rester propriétaire du foncier de manière à pouvoir mettre à disposition de la construction à des coûts qui seront plus accessibles. Un exemple là, vraiment de maîtrise forte par la collectivité. Vincent Malfer, pour la CERL, c'est peut-être pas toujours aussi bien organisé chez les collectivités avec qui vous travaillez. Comment vous les accompagnez sur ce zéro artificialisation nette ? Oh, je ne sais pas si elles ne sont pas bien organisées, elles sont face surtout à des défis qui sont importants. D'ailleurs, c'est plus vous disiez le pari de la sobriété, mais je crois que c'est d'abord une nécessité par rapport à tous les défis qui sont devant nous. En fait, ce qu'il faut, moi, la lecture que j'en ai, c'est qu'aujourd'hui, le processus de zéro artificialisation nette, il est engagé, mais il pose encore beaucoup de questions. Donc on le voit dans nos opérations. Il est engagé parce que un certain nombre de collectivités, et notamment dans les SCOT, commencent à intégrer ces dimensions-là dans leurs objets de planification. Certaines collectivités qui sont en train de réviser leur PLU sont soumises à cette obligation, et donc ça commence à se concrétiser en fait. Et ça pose un certain nombre de questions. C'est un mouvement qui est engagé aussi parce que dans nos projets aujourd'hui, finalement, c'est plutôt la minorité des projets qui concernent des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Aujourd'hui, il y a peut-être dans un portefeuille comme celui de la CERL qui regroupe 28 opérations d'aménagement sur la métropole de Lyon et au-delà, sur le département du Rhône et un peu dans la Loire. C'est peut-être 80% des opérations qui sont 80-85% des opérations qui constituent déjà des formes de recyclage. Alors parfois derrière une intervention des PORA, donc là on voit bien la complémentarité entre les outils, et puis parfois avec une intervention foncière portée par l'aménageur dans le cadre de sa concession. Se pose également d'ores et déjà, et vous y participez peut-être dans vos écosystèmes, à un certain nombre de réflexions autour des notions d'intensification urbaine, de mixité d'usage. On commence à voir se poindre de manière assez systématique des interrogations sur des modèles d'activité en étage, de logistique en étage, d'équipements publics accueillant au-dessus d'eux du logement ou des bureaux. Enfin, on voit que, en tout cas, les élus sont en attente de. Je ne veux pas parler pour vous, mais en tout cas, un certain nombre d'élus sont en attente de propositions sur ces sujets-là, mais que au-delà de ce constat que finalement le mouvement commence à se prendre, et on sent bien une forme de mobilisation finalement de l'ensemble de la chaîne de production de la ville, il reste encore beaucoup de questions qui restent ouvertes. Il y a la question moi, qui m'interpelle beaucoup sur la façon dont l'objectif ZAN se traduit, la technicité finalement à laquelle aboutit presque mécaniquement un objectif qui est assez peu contestable, hein, finalement, de se dire il faut arrêter de grignoter de la terre agricole. Je crois que c'est un département qui disparaît tous les 10 ans
l'équivalent d'un département qui disparaît tous les 10 ans en étant artificialisé en France. C'est malgré tout, quand on va dans le détail, quand on descend de l'échelle du SCOT au PLU et au projet, on voit bien qu'il y a une chaîne finalement qui a tendance à se technocratiser et qui fait perdre un peu le sens de tout ça. Et je pense que le rôle des élus et de la puissance publique est primordial pour rappeler à quoi tout ça sert. Mais en tout cas, je pense que cet exercice de déclinaison, on est au début et il porte en lui-même pas mal de questions de sens. Il y a la question du rythme aussi, ça a été dit, voilà, avec une forme de soudaineté. On a des questionnements dans les opérations qu'on déploie, notamment de la part des services de l'État, qui nous donnent l'impression parfois qu'on est déjà en 2032, quoi. Alors qu'en fait on est en 2023 et qu'on a tout un portefeuille de projets qui doivent être peut-être adaptés, questionnés, mais qui en tout cas sont engagés, qui correspondent à des besoins territoriaux. Et donc là on voit qu'il y a des espaces de discussion qui ne sont pas complètement évidents entre une forme de notion d'urgence, de frein qu'on veut tous mettre à ces pratiques et en même temps des coups partis qu'il faut tous ensemble arriver à gérer. Je voudrais également souligner, je crois que ça a été abordé par Florence, le fait que aujourd'hui ce sont les mêmes procédures, qu'on soit en extension urbaine ou en requalification urbaine, hein, c'est les mêmes procédures environnementales, les mêmes seuils, voilà, c'est la même pression réglementaire finalement, quel que soit le contexte. Et quand on regarde la complexité d'un projet, c'est presque plus facile aujourd'hui, dans le contexte réglementaire qu'est le nôtre, dans le contexte technique, de tartiner sur les espaces agricoles que de requalifier. Et je trouverais intéressant que le mouvement de déclinaison du ZAN s'accompagne de formes de, je ne sais pas si c'est de la simplification sur l'urbain ou de complexification sur le naturel et l'agricole, mais en tout cas d'une forme de discrimination positive à l'égard des opérations de requalification urbaine pour les rendre plus faciles, plus rapides, pour répondre plus rapidement aux besoins. Et puis dernier point que je voudrais souligner, c'est la question de l'outillage, mais on aura l'occasion d'y revenir. Les collectivités, vous l'avez signalé, s'interrogent toutes sur la façon dont le ZAN doit impacter, la sobriété foncière impacte la façon dont ils abordent leur développement territorial. Donc ça peut passer par des sujets de maîtrise foncière plus ou moins longues. Voilà, il y a des panels d'outils qui apportent des solutions différentes. Il y a des questions autour de la maîtrise immobilière. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à investir dans des murs pour maîtriser la nature des activités qu'on veut déployer, sachant que tout ça coûte évidemment de l'argent et que les différents panels d'outils, et l'économie mixte en est un, ont des avantages et des inconvénients, soit en termes de mise de fonds, soit en termes de maîtrise politique, mais qu'il faut arriver à trouver les bons outils pour les bonnes questions. Et que je pense que sur le ZAN, on n'est pas encore complètement au bout de la réflexion et je pense que c'est un euphémisme de dire ça, mais voilà. En tout cas, il y a un rôle central du politique, de la puissance publique dans l'implémentation de cette sobriété. Et que nous sommes un certain nombre d'opérateurs, il y en a au moins 2 autour de cette table, sur cette estrade, qui ont des choses à proposer, des montages à inventer. Donc voilà, c'est un superbe champ pour une forme de partenariat public-privé réinventé dans le développement territorial finalement. Les choses étaient très, très sectorisées auparavant, je pense on doit inventer de nouveaux modèles. Merci. Vous avez évoqué plusieurs points très intéressants, notamment le rythme d'application du ZAN, un éventuel traitement spécifique pour ces opérations de réhabilitation, pardon. Et puis également la question de l'utilité finalement pour les administrés, les citoyens. Je crois que Franck Desmond, c'est un point sur lequel vous êtes sensible à l'intégrer, cette question de la valeur d'usage dans cette réflexion. En fait, la vraie problématique, elle est en fait ailleurs. C'est-à-dire que ça fait 2-3 ans qu'on explique au pouvoir public, à nos acteurs, nos maîtres d'ouvrage, en fait, qu'il faut changer de modèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire changer de modèle ? Quand on a été amené à aborder la question de la décarbonation, on avait conclu en disant qu'il fallait que l'unité de mesure ne soit plus l'euro, mais que ce soit effectivement le poids carbone d'une opération. C'est-à-dire que pour permettre de bien arbitrer, de bien décider, de bien accompagner un maître d'ouvrage, il fallait effectivement que notre unité de mesure soit différente et qu'il fallait qu'on l'intègre.
je ne vous cache pas que c'est une forme de déception, puisque plus on avance, en fait, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est tout simplement de rester sur l'opération, on va dire, d'investissement initial, foncier, travaux et autres. Et c'est vrai que le collectif ne donne pas les moyens d'apporter, en tout cas, la réponse qu'il faut. Quand on parle de foncier et quand on parle en fait tout simplement de réintervention sur des sites qui sont des sites urbains, sur lesquels il y a un gros travail de fond à faire, notamment de requalification de terrain, le sujet est exactement le même. C'est-à-dire qu'en fait, on est pas assez ambitieux. Quand on fait le mesure de 2 opérations immobilières, ce qu'on regarde toujours, c'est sa rentabilité. Et malheureusement, encore une fois, il nous semble, en tout cas à l'Intec, qu'on se trompe, qu'il faut intégrer d'autres dimensions pour pouvoir arbitrer et amener en tout cas des éléments d'arbitrage. On peut parler du coût d'usage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'Observatoire permanent des coûts, c'est un sujet qu'on a intégré. On est amené aujourd'hui à accompagner notamment les bailleurs sociaux sur l'intervention sur le parc existant et vraiment mesurer le coût d'usage. Alors, le coût d'usage, c'est difficile à qualifier, c'est difficile à définir. Mais pour une collectivité, ça serait aussi de la manière de l'accompagner pour voir l'impact que ça a sur tout simplement la vie sociétale. On intervient dans les centres urbains, c'est qu'il y a une raison, alors ça coûte forcément plus cher. Donc ça, c'est la base de notre métier, c'est d'évaluer combien ça coûte. Mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il y a une valeur ajoutée réelle en termes de fonctionnement de la ville, d'usage de la ville et tout simplement pour nos usagers. Et je pense que malheureusement, alors c'est toujours une forme de déception, mais on ne va pas assez loin. Donc ça fait quelques temps qu'on demande en fait un changement de modèle, mais ce changement de modèle, il repose là-dessus. Voilà. Merci. Je reviens sur 2 autres points du coup que vous avez évoqués, Monsieur Malfer, en vous donnant la parole, Monsieur Perrault, sur la question du rythme du ZAN et de peut-être traiter un peu différemment ces opérations, parce qu'on est dans un contexte quand même très particulier pour le secteur de la construction. Vous souhaitiez l'évoquer. Oui, avant de répondre à votre question sur la sobriété foncière, je profitais de l'assistance pour dire à quel point la Fédération française du bâtiment on est préoccupé, mais l'Intec ici, tout à fait la construction, sur la grave crise du logement qu'on est en train de connaître. Voilà, en quelques mots, il y avait la semaine dernière le congrès des HLM à Nantes, et l'USH a dévoilé une enquête en disant qu'aujourd'hui, on avait besoin de 518 000 logements en France pour loger nos citoyens. La Fédération française du bâtiment, on avait fait des prévisions sur 300 000 logements neufs. Fin d'année, on a revu nos prévisions à 275 000. Donc voilà, je voulais dire ça parce qu'on voit bien qu'il y a la surpropriété foncière qui est avec, mais il ne faudrait pas croire, et ça, il y a des années qu'on martèle ça auprès du gouvernement, que la rénovation va permettre de répondre à la question du manque de logement en France. Et donc, ça va être assez catastrophique pour nous, parce que je rappelle, un logement neuf, c'est 2 emplois dans nos secteurs d'activité. Et donc, on prévoit dans 18 mois de perdre environ 250 000 emplois sur 1,3 million, je vous rappelle, de la filière. Bon, voilà, je voulais dire ce mot parce que c'est important, parce qu'on a vu que face à cette sobriété, il y avait des pauses qui avaient été faites. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en manque de logement et que c'est une véritable bombe sociale. On a bien vu cette rentrée où des étudiants n'ont pas pu se loger. Et quand on en parle avec l'Interpro, le MEDEF, CPME, on a aujourd'hui des salariés qui ne savent plus se loger. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Donc certes, il faut y aller, mais il ne faut pas des coups d'arrêt brutaux et il faut continuer à accompagner nos concitoyens. On est persuadé qu'on doit construire mieux, décarboner pour sauver la planète, laisser quelque chose à nos enfants, mais il ne faut pas que ça soit au détriment non plus de plus laisser de logement aux générations futures. Ceci étant dit, il est clair qu'on a besoin, bien sûr, de sobriété foncière, on a des besoins, il faut mobiliser, il faut reconstruire, comme vous l'avez dit, sur les territoires, sur les friches, sur les villes qui ont été délaissées. Par contre, c'est vrai que toutes ces friches ne sont pas... Il y a d'autres problèmes d'accompagnement, donc ça va être un temps long, parce que certaines friches, je pense notamment des friches commerciales, elles n'ont pas d'infrastructure, il n'y a pas de commerce à proximité, donc il faut réinventer la ville. Donc ça, c'est le premier point important. Deuxième chose, mais vous l'avez évoqué, c'est quelque chose qui coûte cher. On sait très bien que reconstruire en centre-ville, ou alors reprendre une friche avec la dépollution, etc., c'est quelque chose qui coûte cher. Le bon exemple, je crois, c'est l'opération de cœur de ville. On peut dire que c'est un vrai succès. Mais si on n'avait pas un acteur, Action Logement en l'occurrence, qui met de l'argent pour que le marché soit acceptable, ça n'existerait pas. On a pareil sur les friches avec les fonds verts. Enfin, voilà, donc tout ça, je veux dire, ça va dans le bon sens. Mais n'oublions pas, mais vous l'avez rappelé, qu'il y a un modèle économique où les pouvoirs publics, les territoires doivent prendre le relais pour que le bâtiment reste accessible. Et encore une fois, on a beaucoup critiqué le PDZ avec cet étalement urbain.
Et aujourd'hui, nos concitoyens qui sont allés au-delà des centres-villes, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens, très souvent, de pouvoir habiter en centre-ville. Et puis l'autre pari, mais là l'Intec et les maîtrises d'œuvre ont un rôle primordial, c'est avec cette densification, il va falloir également attirer, il y a un phénomène d'attractivité. Il faut à tout prix, on sait que nos concitoyens sont très attachés à leur terrain, à la maison individuelle, il faut à tout prix réinventer la ville, donc là c'est surtout quelque chose d'urbanisme, mais il est important que nos concitoyens eux, ont envie de revenir à centre-ville, et donc il va falloir, l'exemple de Saint-Étienne-en-Netz, je pense que Bellevue ne connaît pas, mais c'est ça, c'est que les gens ont envie d'être dans la ville, et donc garder des coins, enfin réaménager, on ne peut plus faire des maisons comme on faisait avant, donc toute cette partie de réaménagement. Voilà concernant la sobriété foncière. Merci. Vous avez tous commencé, enfin certains d'entre vous, à aborder de potentiels conflits d'usage entre logement et activité, notamment avec un foncier qui se raréfie. On va le développer tout de suite, mais auparavant, j'ai oublié de vous présenter notre dispositif de questions de la salle. Donc ici, il y a un QR code que vous pouvez prendre en photo. Ce QR code vous permet de poser des questions que nous relayons auprès de nos invités. Il y en a une déjà qui est apparue par miracle. Je soupçonne une petite manip du côté du modérateur. Question pour Monsieur Malfer, et puis on passe ensuite au deuxième temps. Vous avez évoqué les PPP. Pensez-vous que cela soit une solution pour répondre aux transitions, notamment à la ZAN? Si oui, comment réorganiser les responsabilités? Alors quand je parlais de PPP, je ne parlais pas des contrats de partenariat au sens commande classique. Je parlais plutôt de complémentarité entre l'action du public et l'action du privé. Ma conviction, c'est que la sphère publique n'a pas la capacité à répondre à l'intégralité des défis qui sont posés au territoire, et qu'il y a différentes formes de partenariat. On peut imaginer par exemple que l'économie mixte est une forme de partenariat par nature, que la façon d'encadrer les interventions sur des fonciers par le biais de la planification. On est dans des logiques de négociation et de complémentarité de manière assez claire, et que finalement, quand je dis le partenariat public-privé est une forme de solution, c'est d'abord le constat que le public ne peut pas tout et que le privé ne peut pas tout non plus. Donc voilà, c'est plus une... Je dirais pas que c'est une solution, c'est un incontournable en fait. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Je botte en touche, mais il paraît que c'est la saison. Puis ça nous pose effectivement la question de la capacité du privé à s'adapter aux nouvelles contraintes également des collectivités. Oui, mais ils sont... Pardon, mais ils sont déjà en train de le faire. Ouais. Moi, j'ai assez peu d'inquiétude pour un certain nombre d'acteurs qui vont tirer parti d'un certain nombre d'opportunités. Enfin, Florence en parlait presque peut-être mieux que moi. Il y a des friches qui retrouvent une valeur qu'elles n'avaient plus il y a quelques années. Alors, c'est une logique peut-être spéculative, en tout cas qui est une forme de pari sur l'avenir. Mais en tout cas, je pense que tu es confronté, et les collectivités viennent aussi te voir parce qu'elles sont soumises à une forme de pression de privés qui ont compris que ces fonciers-là peuvent retrouver une valeur qu'ils n'avaient plus forcément. Eh bien, Madame Hiller, on va vous donner la parole, effectivement. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. La raréfaction du foncier, ça crée des nouvelles concurrences. Alors, comment on organise la coexistence entre les besoins en logement, le besoin quand même de maintien d'une activité productive, surtout qu'on parle de réindustrialisation. Enfin, comment vous voyez ces points de tension économique aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ces points de tension s'exprimaient par déjà une charge foncière différente entre la charge foncière pour faire de l'activité économique et la charge foncière résidentielle. On a une charge foncière pour l'économie qui est basée essentiellement sur le réaménagement des zones agricoles. Donc on achète un terrain assez vierge, on l'aménage, et le prix du foncier tel qu'on le construit est celui de l'aménagement plus de l'achat du foncier, qui est un achat avec des grands espaces, sous forme de ZAE notamment, qui ont été faits pendant des années.
Le résidentiel est un peu plus compliqué parce que derrière, il y a une offre qui peut être plus disparate, plus variée, qui fait que la charge foncière pour le résidentiel est bien plus élevée et elle se heurte à de l'offre et de la demande d'une manière beaucoup plus intense. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la charge foncière pour construire du résidentiel est bien supérieure à la charge foncière économique. On est dans un monde où la limite de l'urbanisation n'est pas vraiment sous contrainte. Il y a de la contrainte, il faut ouvrir les zones à l'urbanisation, mais depuis des années, on ouvre un certain nombre de zones à l'urbanisation, et donc cet espace de contraintes limitées fait que ces jeux entre le foncier économique et le foncier résidentiel s'installent et ne se font pas une concurrence très très forte, même s'il y en a une. On le voit aux limites des zones d'activité avec les zones résidentielles. C'est-à-dire que quand une zone d'activité est mixte et qu'elle peut accueillir des activités du résidentiel, elle bascule progressivement vers le résidentiel quand la tension économique n'est pas assez forte ou quand il y a un vide qui se crée. Demain, le sujet va être encore plus important puisque la rareté foncière et la limitation de l'urbanisation sur les zones agricoles va forcément poser la question du foncier économique au regard du foncier résidentiel. Et le foncier économique, il part un peu avec des handicaps. C'est que la charge foncière est moins importante. Donc le risque de concurrence est fort, très fort. Et donc il va falloir que les collectivités, et monsieur le maire vous l'avez dit, s'interrogent de savoir comment elles arrivent à conserver l'équilibre au sein de leur territoire entre le foncier économique et le foncier résidentiel. Et elles vont devoir intervenir pour sanctuariser peut-être plus le foncier économique au regard du foncier résidentiel. Avec derrière des sujets qui se pointent et que vous avez abordés sur la question de doit-on pas garder le foncier, notamment économique, en propriété publique, conserver le foncier en propriété publique pour ensuite permettre à ce foncier d'évoluer. Pourquoi? Parce que il y a 40 ans, on a fait des ZAE. Il y a 40 ans, les collectivités ont fait les ZAE. Elles ont acheté les terrains. Elles les ont même aménagés, des fois, souvent directement. Elles les auront vendus. Elles ont réparti des lots, donc des terrains sur plusieurs hectares, qui ont été répartis, revendus à des entreprises. Et aujourd'hui, on leur dit, attendez, vous avez fait une ZAE 1, vous avez fait une ZAE 2, puis la 3, puis la 4, et la 5, vous ne la ferez pas. Il va falloir que vous travailliez la ZAE 1, vous allez devoir la densifier, vous allez devoir retravailler parce que certainement elle est obsolète. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse? Eh ben, elle va devoir réinvestir dans le foncier. Elle va devoir racheter les biens fonciers qu'elle a vendus il y a 40 ans. Et là, elle se dit, mais mince, ça fait déjà 2 fois que je l'achète ce foncier. Il faut que je le garde. Il faut que je le garde parce que dans 40 ans, le sujet va être le même. Parce que les entreprises, elles ont une durée de vie et de rotation qui est de 30-40 ans maintenant. C'est plus des entreprises qui restent 150 ans sur un secteur. Et donc voilà, on est dans ce sujet-là aujourd'hui en matière économique qui fait que la rupture va sûrement rentrer par la question économique avant de rentrer sur la question résidentielle, même si elle est liée aussi avec les BRS notamment, puisque le démembrement de la propriété par les logements sociaux, par l'entrée des BRS, est aussi en marche. Et elle renvoie aussi au fait que les entreprises, il faut qu'elles changent aussi de posture par rapport au foncier. Les entreprises qui veulent être propriétaires de leur foncier vont devenir, à mon avis, minoritaires. Les autres vont se dire, moi ce qui me suffit c'est de faire le bâtiment qui m'intéresse, de l'utiliser et de le rentabiliser sur 40 ans, et dans 40 ans on verra. J'aurai peut-être besoin d'un autre endroit, d'une autre accessibilité, d'une autre installation, de travaux de sécurité, etc., qui feront que mon bâtiment sera obsolète. Et donc il va falloir que je déménage, que je m'agrandisse, que je m'oriente autrement. Et donc véritablement la question du foncier a une autre connotation maintenant, et elle va rentrer dans une nouvelle ère, à mon sens, où il va falloir qu'on trouve les outils pour faire ce portage foncier public. Et renvoyer ça aux collectivités qui sont d'une taille plus ou moins grande, c'est pas forcément simple. Donc il va falloir trouver l'outil. L'EPF, aujourd'hui, n'est pas cet outil.
nous sommes des porteurs de transition, des porteurs fonciers de transition. Notre durée de portage est en moyenne de 7 ans. Et on est là pour faire des projets, donc pour transformer le foncier. Mais on n'est pas là pour le conserver. Notre modèle économique ne nous le permet pas. Il va falloir trouver un modèle économique, des foncières que je pourrais baptiser publiques, qui viennent faire du portage de fonciers pérennes, en lien direct et en lien étroit avec les territoires, pour que les entreprises en matière économique qui sont accueillies puissent être véritablement pilotées, enfin que le choix des entreprises, leur installation sur le territoire sont forcément en lien avec la politique de la collectivité qui gère ce territoire, donc un lien très fort. Voilà. Donc aujourd'hui il y a ce type d'outils qui sont en train de se formaliser, en tout cas dans l'idée. Après, maintenant, dans le concept, il va falloir aller plus loin parce que c'est pas tout à fait un outil classique. Parce que publiciser un foncier, ça veut dire qu'il faut l'amortir sur une durée de temps qui est très longue, possiblement. Voilà. Merci. Je vous propose justement de donner la parole à Frédéric Pranchéry. Donc, peut-être sanctuariser du foncier pour les entreprises, travailler avec elles pour adapter l'activité, mais aussi, je crois que vous avez une réflexion sur la valeur créée par les activités, la nature des activités même, et la valeur qu'elle apporte au territoire. Oui, en fait, alors ça n'a de valeur que la politique comporte sur mon territoire, hein, mais on a fait le pari de la sobriété, on a fait le pari de la réappropriation foncière, et en fait, on oriente notre collectivité depuis 3 ans comme si c'était une entreprise. Alors une entreprise qui garde tout son sens du service public, mais on fait le pari que les montages qu'on fait sont des paris d'avenir, que ce sera des paris réussis, et donc on fait des montages publics-privés sur chaque thématique qu'on aborde. Alors sur la réappropriation foncière, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, on travaille fort actuellement avec nos avocats. Sur la réappropriation de l'énergie, bien on crée des SAS, on crée des CEMOP, enfin on crée on va le développer après, plein de choses dont on parlera tout à l'heure. Sur le commerce, par exemple, en ville, eh bien on achète directement les parts de... on fait usage de nos droits de préemption, puisqu'on avait délibéré pour ça. On achète des fonds de commerce, on achète même des bâtiments de manière à pouvoir en garder la propriété et d'orienter les activités qu'on veut sur notre territoire. Et donc on fait le pari qu'avec cette politique qui est très intrusive, qui heurte un petit peu le domaine de l'immobilier, puisque on préempte très régulièrement, eh bien on fait le pari qu'on rendra notre ville très attractive et qu'on pourra maîtriser son développement avec les activités qu'on estime nécessaires pour l'équilibre de notre ville. Et par exemple, moins de logistique, hein, c'est ça, c'est ce que vous me disiez? Oui, par exemple, on a une des plus grandes zones d'activité du Rhône, hein, qui est embranchable ferroviaire. Et naturellement, depuis quelques années, il n'y avait que de la logistique qui s'installait, des bâtiments de 4 hectares, 6 hectares. On a décidé, on a voté quasiment derrière les élections, de supprimer de ne plus donner l'accès à la logistique et de faire le pari des TPE, TPI et PME, PMI, parce que c'est elles qui sont source de richesse. Je ne citerai pas les noms des logistiques qui sont installées sur notre territoire, mais c'est des produits qui ont fait 3 fois le tour de la Terre, qui changent de main à travers des fonds de pension tous les 3 ans ou 5 ans en fonction des durées où on peut revendre en ayant moins de plus-value qui est taxée par l'État. Et donc on voit qu'en fait le modèle de notre ZAC, qui était une grande ZAC, hein, c'est 175 hectares hein, qui était aménageable, en fait c'est un modèle qui est déficitaire, comme on l'abordait, puisque les seuls qui faisaient du bénéfice, c'était les fonds de pension qui construisaient ces grands bâtiments. Donc on a décidé de stopper cette logistique, et là maintenant on a une politique où d'un côté on sélectionne les entreprises, on fait le pari que le foncier c'est la plus grande des valeurs que peut posséder une collectivité, et donc on ne la brade pas, et si on la vend ou si on l'aménage, c'est pour des activités qui ont du sens sur le territoire. Donc on l'aménage en créant nous-mêmes des lots qu'on garde en maîtrise foncière.
et ça permet à certaines entreprises qui démarrent d'accéder à des locaux moins chers, et puis sur d'autres, parce qu'il faut aussi un équilibre économique, que vous rappeliez, eh bien on les vend, mais à des entreprises sélectionnées. Merci. Pour la CERL, M. Malfer, est-ce que vous voyez justement les demandes évoluer des collectivités sur ces... Oui, on voit les demandes évoluer et on s'interroge donc sur les bonnes façons d'accompagner, de répondre à cette demande. On a notamment testé à Vénissieux, donc dans le secteur central de l'agglomération, à proximité du périphérique, une acquisition d'un terrain auprès d'un industriel qui s'appelle Bosch, qui vendait une partie de son site, 10 hectares, occupé par 30 000 m² d'immobilier industriel. Donc en plein accord avec la collectivité, ça sème par notre nous sommes positionnés comme acheteurs de ce foncier pour y développer pour y gérer non seulement les 30 000 m² d'immobilier existants, donc dans un modèle locatif, mais également pour développer 30 000 m² supplémentaires, là aussi dans un modèle locatif, donc qui vient heurter un certain nombre de logiques anciennes, y compris pour nous, parce que jusqu'à présent, en tant qu'aménageur, on a beaucoup vendu à la découpe. Et donc on est aujourd'hui en train de développer ce site qui nous a obligés à questionner à la fois nos métiers et puis à inventer une forme de portage, donc, qui passe là par une société de projet dont l'actionnariat est partagé entre notre filiale immobilière Serlimo, la Banque des Territoires et la Caisse d'épargne, et qui va se financer elle-même par emprunt pour le financement des bâtiments et de l'aménagement du site. Ce qui fait que finalement, on met 6,8 millions d'euros de fonds propres dans l'opération pour développer 80 millions d'euros de patrimoine en propriété. Donc ce qui est quand même un effet de levier majeur, et rapporté aux deux collectivités qui sont actionnaires de la CERL, qui sont actionnaires à 50% de la CERL, on peut dire que finalement elles mettent 3,4 millions d'euros pour développer 80 millions d'euros de projets sur lesquels elles ont une vue directe, puisque tous les prospects qu'on installe, on en discute avec eux, et le choix effectivement des filières est important. Là pour le coup, on a installé sur ce site une entreprise qui s'appelle Symbio et qui développe des piles à combustible pour équiper et rétrofiter des vannes et des camionnettes pour les transformer en véhicules à hydrogène. Et donc on les a installés sur ce site-là en attendant que leur usine soit construite à Saint-Fond, à quelques kilomètres de là, et donc dans un véritable parcours immobilier finalement, au bénéfice des filières dont la métropole souhaitait développer. Voilà. Donc on voit bien l'effet de levier, les nouveaux modèles à inventer. Je parlais de partenariat public-privé tout à l'heure, on voit bien. On est finalement une ESA, donc un acteur privé un peu particulier, avec d'économie mixte, mais on va s'allier avec la Banque des Territoires, on va s'allier avec la Caisse d'épargne, on va aller chercher du prêt. On va passer par des CPI ensuite pour développer. Enfin, on fait pas ça tout seul. Et donc voilà, le modèle est à réinventer. Il peut être intéressant. Il se duplique dans un certain nombre de conditions et avec des leçons qu'on essaie de tirer de cette expérience. On travaille sur un autre site à Givors, un peu donc dans le sud de l'agglomération lyonnaise, un peu avec la même philosophie. Et on espère pouvoir démultiplier ce type d'intervention qui pose la question des fonds propres. Pour une société comme la nôtre, on est une PME, on est 100, et donc on introduit aussi ce débat avec nos actionnaires finalement sur les moyens à mobiliser dans la durée pour ce type d'intervention. Franck Perrault, on sait que les entreprises du bâtiment, elles ont souvent des machines, elles ont du stock, elles ont besoin d'espace. Ça vous inquiète un peu quand même cette concurrence sur le foncier? Non, ce qui me rassure, c'est ce qui a été dit. Donc entre l'activité et le logement, il ne faudrait pas que tout parte au logement. Donc ça, c'est une bonne chose. Non, ce qui nous inquiète, c'est plutôt la vision. On sait qu'une entreprise, notamment de bâtiment, qu'elle a un atelier ou pas, elle a besoin de réserve foncière. Certes, ça se développe très fort dans 30-40 ans, il va falloir qu'elle déménage, mais il y a quand même besoin d'une réserve foncière immédiate. Donc il ne faudrait pas, on a déjà des exemples d'entreprises qui veulent s'agrandir, doubler de surface, par exemple, et qui ne peuvent plus. Et là, du coup, le coût de déménagement est tel, avec le process qu'il y a à l'intérieur, etc., qu'elle renonce. Donc ça peut être un des freins. Et puis l'autre frein également, c'est pour
pour construire, pour redensifier les centres-villes, on aura besoin de mettre des centrales à béton à proximité. On va en parler, en plus avec l'économie circulaire, etc. Et je ne suis pas sûr que pour le maire que vous êtes ou pour une commune, d'avoir une centrale à béton proche du centre, ça soit priorité. Mais pourtant, il y a des besoins énormes. Donc faisons attention également. Certes, il faut sélectionner l'activité, mais on doit également sélectionner par rapport aux besoins futurs qu'il y aura. On ne peut pas y à la fois vouloir décarboner, et fabriquer au plus près et repousser nos entreprises sur d'autres endroits. Franck Desmond, comment vous abordez cette question du foncier? Puis après, on a passé beaucoup de temps sur le foncier. On passera ensuite aux filières. Comment vous l'abordez, cette question du... En fait, on a deux préoccupations. Il y a deux manières d'accompagner en fait toutes ces réflexions. Donc, bien sûr, on adhère à vos remarques, à vos analyses et je dirais les actions qui étaient engagées. Ce qui nous semble d'abord très important, c'est qu'il faut qu'on accompagne en fait tout le dispositif. Alors, quand je dis accompagner le dispositif, c'est de permettre en fait aux entreprises de travailler le plus près des chantiers. Alors, il y a certaines activités qui ont inventé des dispositifs. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais le dernier kilomètre. Ce qui est important en fait, c'est de donner la possibilité aux entreprises d'être à proximité de chantier, ou en tout cas de leur donner d'avoir une étape intermédiaire. Et cette dimension-là, il faut qu'on l'intègre parce que aujourd'hui, quand on prend les enjeux de décarbonation, quand on prend les enjeux de nuisance, quand on prend les enjeux qui sont liés aux nouveaux projets, notamment de surélévation, de dossiers très urbains, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir préparer et intervenir différemment. Et nous, une des préoccupations qu'on a, c'est de trouver les acteurs locaux les plus proches possibles, ou en tout cas les filières, le plus proches possible de ces interventions-là. On se trompera notamment en faisant venir des acteurs d'autres régions, etc., si la réponse elle est purement technique. Il faut vraiment qu'on soit en capacité d'être à proximité. Alors, des activités, comme je le disais, ont inventé le dernier kilomètre, notamment pour le service. Nous, l'enjeu est ailleurs, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un maillage territorial qui permette de répondre aux questions et d'avoir des vraies réponses territoriales. La deuxième réflexion qu'on a toujours pour vous accompagner dans votre raisonnement, c'est qu'on est en capacité aujourd'hui d'intégrer, en tout cas, une analyse du modèle économique sur la durée de vie des bâtiments. Et la notion de transformation d'usage en cours de vie d'un bâtiment, c'est quelque chose qu'on sait faire. On sait faire. Et on sait l'anticiper. Je prendrai comme exemple des opérations où on connaît les dates de mutation. Mais on peut très bien imaginer que dans des espaces urbains, on puisse prendre des hypothèses de mutation du patrimoine dans la durée de vie du bâtiment. Et ça, c'est des choses qu'on sait anticiper, c'est des choses qu'on sait mesurer, c'est des choses qui peuvent être vraiment des hypothèses pour permettre un bon arbitrage. Voilà. Donc nous, on est sur ces deux leviers-là. Alors, on a bien intégré toutes les problématiques qui sont liées à la gestion des territoires, au partenariat, au fait de pouvoir développer. Il nous semble qu'il faut rajouter deux autres dimensions que celles que je viens de citer, c'est-à-dire donner la possibilité de travailler à proximité d'une part, et d'autre part d'avoir des outils. Alors ce fameux nouveau modèle qu'il faut inventer, c'est de nouveaux outils qui nous permettent tout simplement d'anticiper des mutations à venir. Voilà. Merci Franck, vous faites la transition en plus avec la suite, puisque dans la logique de circuit court, c'est aussi la logique de filière décarbonée. Alors je vous propose de garder la parole. Oui. Le troisième point qu'on souhaite aborder, effectivement, dans ces transitions auxquelles les territoires font face, dans lesquelles les territoires sont souvent moteurs, il y a celle des filières décarbonées. Et on se posait la question, on l'a déjà fait un peu ce matin, on voulait interroger certains d'entre vous sur cette question, sur est-ce que sur les matériaux et les systèmes constructifs, on a aujourd'hui des filières en capacité de répondre aux besoins des territoires. Franck, je vous propose donc de Je vais poursuivre parce que ça fait un lien avec mon premier point. Dans le travail qu'on a pu faire sur la RE 2020, qui était en fait une réglementation qui n'était pas trop traumatisante en réalité, elle a été parce qu'elle était arrivée dans un contexte très particulier avec une sortie de Covid, l'Ukraine et d'autres événements. On a parlé d'inflation. Elle n'était pas si traumatisante que ça, puisque sur les premiers seuils, en fait, on a su faire face sans trop d'efforts. Il s'avère en fait que quand on se projette plus loin, il est indispensable de se remettre en question sur certaines approches de nos dossiers, et notamment sur la partie innovation. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est un peu déroutant, parce qu'en fait, en réalité, on s'appuie énormément sur les industriels, parce que c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont l'argent pour faire la recherche et développement, mais c'est quelque chose qu'on ne capitalise pas. Et c'est quelque chose qu'on ne traduit pas, je dirais, sur les territoires. C'est-à-dire qu'en fait, on a des bonnes expériences,
On les garde pour soi, ou en tout cas on communique peu, et surtout on ne regarde pas leur terreau, là où elles ont été trouvées. Et en fait, on ne trouve plus cette logique-là. Alors là-dessus, on n'a pas un vœu pieux, mais on pense sincèrement que pour y arriver, il faut que les territoires se dotent de ce type de réflexion-là. Il y a des territoires qui doivent s'organiser, travailler sur leurs filières qui leur sont propres. Historiquement, il y a des territoires qui sont en avance sur certaines filières, qui sont en retard sur d'autres, ou qui n'iront jamais. Ce matin, on a eu un atelier sur les modes constructifs. Il y a des gens qui sont venus nous présenter la filière bois des Alpes. La filière bois des Alpes, elle est très orientée, je dirais, au Raz, région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi vouloir l'exporter forcément en Bretagne? Je dirais que ce n'est pas forcément là l'idée première. À l'inverse, dans les territoires, et moi j'en ai beaucoup discuté avec vous, puisque je suis très proche moi du Beaujolais, il y a un ancrage. Le territoire, hein, il y a un ancrage territoire. Hein. Le territoire, pas le vin. Ah oui, le territoire, mais les deux. Il y a un ancrage territorial où on a perdu un petit peu le lien avec ce territoire, cette histoire, ces modes constructifs, et en fait on apporte des solutions qu'on a testées ailleurs, etc., alors qu'on a perdu même le sens même de ce qui était fait sur ces territoires-là. Voilà. Donc là, on a une action forte, hein, c'est de pouvoir accompagner toutes les filières. Alors quand je dis les filières, c'est toutes les entreprises, de manière à ce qu'ils puissent faire preuve sur leur marché en fait de leur capacité à faire face. Voilà. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on parle de décarbonation, la décarbonation, c'est aussi éviter des transports, c'est aussi éviter des nuisances, c'est peut-être trouver des modes un peu différents. On parle aujourd'hui très bien de construction hors site. Alors, je vais dire un mot là-dessus. La construction hors site, c'est quelque chose qui va se développer à une vitesse grand V. Mais ce n'est pas ce que j'ai pu connaître parce que je suis assez ancien, c'est pas ce qu'on appelle l'industrialisation. C'est la construction hors site, c'est être en capacité aujourd'hui de concevoir de manière très poussée et de proposer en fait à une filière tout simplement je dirais de produire à proximité des chantiers, tout simplement pour faire, alors je vais envoyer un mot un peu vulgaire, mais faire de l'assemblage. Et là, ça pose d'autres questions, c'est la capacité à faire face, la capacité à accompagner cette mutation ou autre. Donc l'enjeu pour nous, il est là, et c'est pas la peine en fait d'essayer de faire de l'interrégionalité. Il y a déjà du potentiel dans toutes les régions, et il y a des vraies valeurs. Et donc s'appuyer sur les ressources et les compétences historiques des régions. Je suis obligé de vous redonner encore la parole, Frédéric Franchéry, puisque je crois qu'à Belleville-en-Beaujolais, vous préparez donc un grand projet de logement, une grande zone de logement. Vous voulez en profiter pour développer des savoir-faire un peu perdus, peut-être autour de la terre crue notamment. Oui. Alors, pour rassurer mon collègue, hein, c'est une petite ville de demain, 14 000 habitants, Belleville-en-Beaujolais, et on a une centrale à enrober, une centrale à béton. Et nous, je travaillais lundi avec un grand groupe français que je ne nommerai pas pour avoir une des toutes premières centrales d'enrobé, nouvelle génération, qui ne relargue quasiment plus de COV, qui diminue par 60% ses besoins énergétiques. Et donc, en fait, même si à Belleville-en-Beaujolais, on a une volonté très très forte d'aller vers les matériaux biosourcés, géolocalisés, et d'avoir des filières très courtes, et là je rejoins Franck, hein, c'est un besoin essentiel, c'est d'avoir des projets qui ont du bon sens. Il n'y a qu'au-delà d'avoir plein de belles paroles, surtout ce qu'il faut garder, c'est le bon sens. Et donc il n'y a pas d'opposition entre tous les filières. Par contre, nous développons une ambition très forte sur ces filières biosourcées et géolocalisées. Et c'est une évidence pour tout le monde dans la salle. Hein. On a construit pendant des millénaires avec de la terre, et on a oublié cette terre en quelques décennies. Eh bien, nous avons un écoquartier. Alors, on a la chance, mes prédécesseurs, dont je faisais partie aussi dans l'équipe, on a 10 hectares en plein centre-ville sur le pôle gare qu'on maîtrise en propriété, et donc on a décidé de faire un vrai écoquartier. Alors je vais aussi choquer un petit peu dans la salle, parce que généralement quand on veut voir un écoquartier en France, on va en Autriche ou en Allemagne. Donc si on va tout le temps à l'étranger, c'est qu'on ne doit pas en avoir des si fameux que ça. Et donc on a décidé de faire un vrai écoquartier. Et cet écoquartier, on fait le pari, alors je ne sais pas si on le réussira, puisqu'on tombe quand même dans une période qui est pas très faste, de le réaliser en grande partie avec de la terre crue, avec ce qu'on appelle le pisé. Chez nous, c'est des maisons en pisé, ancestralement, hein,
et elles sont toujours debout. Et donc actuellement, on est en train d'essayer de créer un club du Pisay en rassemblant ceux qui savent encore le faire ou ceux qui ont l'envie de le développer, de manière à pouvoir montrer que c'est possible. Parce qu'en fait, on sait encore faire des bâtiments en Pisay, mais ce n'est que des démonstrateurs. Alors c'est des très belles vitrines, des très beaux démonstrateurs qui coûtent très très cher, mais si on veut relancer une filière, il faut qu'on soit capable de prouver qu'un matériau qui est gratuit, qu'on prend sous nos pieds, qui n'a pas été transporté, il sera au moins au même prix que les matériaux classiques. Donc il y a un défi à relever, il faut massifier cette construction. Pour la relancer, il faut réacquérir les savoir-faire, les multiplier, les dupliquer et prouver que c'est possible. Franck Perrault, est-ce qu'on pourra demain tout construire en Pisé? Non, mais je voulais revenir sur ce qu'a dit Franck, qui est important, avec ce passage RTE 2012 et RE 2020. On avait demandé des clauses de revoyure, parce qu'on était inquiet. Et en fait, on voit bien que c'est un vrai problématique de filière. C'est-à-dire que ça va des industriels, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les entreprises du bâtiment, des utilisateurs. Et aujourd'hui, on est bluffé, je dirais, par la capacité des industriels. Voilà, aujourd'hui, on n'en parlait pas, mais on parlait certes de la filière bois, qui allait prendre émergence, ce qui est vrai. Et elle est en train de se structurer, parce qu'il y aura plus de produits en bois, pas seulement structurels. Mais on ne pensait pas, par exemple, qu'on allait avoir du béton bas carbone. Je vous rappelle, en 2030, il sera à moins 35%. En 2050, on sera à zéro. L'acier vert, c'est pareil, on sera à moins 40% en 2030, à zéro. Donc voilà, pareil dans tous les matériaux, la présence des biosourcés. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui est important, qui peut être un frein, et je pense que là, on a, Franck, un vrai travail collectif à faire, c'est qu'au niveau de nos DCE, souvent, les normes en France, elles sont en silo. On a une norme sur le sismique, on a une norme sur la construction, une norme sur le thermique, une norme, etc. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse intégrer dans le DCE l'ensemble des normes pour que les entreprises puissent répondre et pas opposer les différentes normes qu'on puisse faire, du thermique avec autre chose, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, quand même, on est un petit peu inquiet avec les coûts de stop and go du gouvernement, où en fait nous on pense que c'est le meilleur matériau au meilleur endroit, et faisons attention également à la ressource, parce que voilà, on voit bien ce qui s'est passé les années futures. Certes, il y a eu la guerre en Ukraine, mais on peut avoir un frein, c'est-à-dire aujourd'hui d'avoir des super prescriptions, on n'aura plus les matériaux. Donc ça, c'est le deuxième fait important. Et le troisième, sur lequel on travaille énormément à la FED, avec notre commission économique, avec notre commission technique et avec la QC, l'assurance qualité et construction, et avec les assureurs, c'est l'assurabilité. Parce que aussi bien sur ces nouveaux produits que le réemploi, on n'en a pas parlé, la réindustrialisation, le hors-site en a parlé, Franck, c'est quelque chose qui prend la main, mais c'est nous qui portons la décennale. Et là, c'est un frein aussi qui va exister. On travaille beaucoup là-dessus. Et juste pour terminer, le temps est compté, et là, je pense que les donneurs d'ordre publics, dont vous faites partie, ont un vrai rôle à jouer. Parce qu'il n'y a pas vraiment cette assurance. On peut lancer des expérimentations, comme vous l'avez fait sur l'économie circulaire, etc. Donc voilà les freins que l'on a. Mais globalement, la filière s'est organisée. Et aujourd'hui, je dirais, bien plus vite qu'on le pensait sur le biosourcé. Avec notamment les efforts des industriels. Je vais vous demander vraiment en une minute, s'il vous plaît, Monsieur Malfer, de nous dire s'il y a dans les projets d'aménagement que vous demandent les collectivités une demande plus forte sur les matériaux décarbonés, déjà les systèmes constructifs. Vraiment très rapidement, parce que je vous expliquerai pourquoi après. Alors la réponse est oui. Dites-nous. Oui, évidemment, ça fait partie des demandes fortes. Nous, notre rôle en tant qu'aménageur, c'est bien d'éclairer finalement sur le niveau d'ambition adapté à un contexte économique. On parlait du prix du foncier. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de rêver des opérations, c'est de faire des opérations qui sortent. Et le rôle des économistes là-dedans est fondamental, ça c'est certain. Et le rôle des salariés, des chefs de projet est aussi fondamental. Moi, je peux m'agiter sur l'estrade en disant faut faire du bois, faire de la pierre, faire de la paille. Si mes équipes ne comprennent pas ces matériaux, ne savent pas comment les mettre en œuvre, ne savent pas commander finalement, écrire un cahier des charges autour de la mise en œuvre de ces matériaux-là, ça ne se déclinera pas. Donc moi je suis assez lucide par rapport à ça. Il y a le dirigeant de la CERL et puis il y a la CERL profonde qui est celle qui au fond donne les impulsions sur les opérations et donc on s'est doté d'une feuille de route interne pour acculturer, former nos salariés, leur
leur donner de la visibilité sur les objectifs qu'en tant que société on se donne et auxquels ils participent, et qui doivent se traduire ensuite dans des engagements et dans des cahiers des charges finalement dans les consultations qu'on lance. On est signataire par exemple du pacte FIBOIS, qui est un élément de mise en visibilité d'engagement de maître d'ouvrage vis-à-vis d'une filière. Moi j'attends qu'une chose, c'est que d'autres filières nous proposent ce type d'engagement et qu'on puisse essayer de mesurer dans quelle mesure sur nos opérations on peut pousser tel ou tel curseur en matérialité. Si vous me laissez 5 secondes, juste un point d'étonnement. Moi, ça fait 7 ans que je fais ce métier. Et ce qui m'a frappé au début quand je suis arrivé dans ces fonctions-là, c'est que je sois à Nantes, que je sois à Rennes, que je sois à Bordeaux, que je sois à Lyon, j'avais l'impression d'être sur mes opérations quand j'allais visiter des opérations d'aménagement. Donc, ce qui montre l'impact de l'uniformisation des matérialités que vous dénoncez. Le retour au local peut aussi apporter de la qualité architecturale et un retour à une forme de localisme positif. Merci pour cette réponse concise. Pourquoi il fallait aller vite? Parce qu'on doit libérer très vite Monsieur Pronchéry. Or, je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous faire intervenir sur le 4e thème qu'on souhaitait aborder, la transition énergétique. Parce que là-dessus, Belleville-en-Beaujolais a vraiment des choses à nous dire. Alors, je vous laisse me dire dans le temps que vous souhaiterez tout ce que vous faites pour vraiment changer le mix énergétique, travailler vraiment localement sur la production, la distribution, la consommation. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a pris pour principe de se réapproprier quasiment toutes les thématiques et de faire des partenariats publics-privés. Par exemple, sur le bois, si je reviens très très rapidement sur les matériaux, on va faire du Pizet, mais on a également des bois à 15 km de Belleville-en-Beaujolais. Ces bois, depuis 2 ans, ils partent quasiment tous en Chine. Donc je rejoins encore mon collègue, l'État doit absolument mettre en place ce qu'il faut pour qu'on puisse utiliser des matériaux locaux qui seront au bénéfice de l'architecture, revenir à l'architecture locale. Et donc nous, on a décidé d'acheter nos propres bois pour être capable de se dire on ne va pas avoir du bois des Alpes ou du bois pire des pays de l'Europe de l'Est, parce que alors qu'on a des bois qui sont de très très bonne qualité à moins de 20 km. Donc il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de matériaux rois, il y a des solutions locales à trouver en se les réappropriant. Et effectivement, sur l'énergie, on est très offensif à travers plusieurs axes. Par exemple, l'énergie fatale. Donc l'énergie fatale, c'est l'énergie qui existe et qui est perdue. On a été la première station d'épuration en France, et même en Europe, je pense, avec ce système-là, à récupérer les calories des effluents. Alors, vous comprenez bien ce qu'il y a dans les effluents. Et on a donc créé un réseau de chaleur. C'était une première nationale, et on n'a pas trouvé d'exemple en Europe. Et donc on a créé un réseau de chaleur qui irrigue tout un quartier en créant l'eau chaude sanitaire, le chauffage à travers un plancher basse température, le rafraîchissement, y compris dans des logements sociaux, et la climatisation pour la dernière tranche qu'on a fait. Ça, c'est l'énergie fatale. Et là, on crée bientôt, on veut créer en 2027, c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche, parce que je vais faire voter le projet ce soir, la première piscine positive de France. Et donc, elle va nous obliger à créer un réseau de chaleur dans Belleville, un autre réseau de chaleur, qui sera alimenté en partie par de l'énergie fatale d'une fonderie, d'une très très grosse entreprise dans notre territoire, qui est une fonderie. Et sur d'autres thématiques, comme par exemple le photovoltaïque, et là on a fait le choix du public-privé, on crée des SAS avec, à travers un appel à manifestation d'intérêt, on a retenu un groupe qui nous accompagne, et là on a pris dans la SAS 45% des parts sociales, et donc le porteur privé qui est maintenant notre partenaire associé a lui 55% des actions. Et donc on a décidé de créer 50 gigawattheures d'ici 2030, ce qui est demain. Et ces 50 gigawattheures, on s'attache à ce qu'on tienne la feuille de route, c'est 2030. Donc vous voyez bien que d'un côté on a une politique très offensive, mais aussi on se fixe des objectifs qui sont très très ambitieux. Ça veut dire pas faire n'importe quoi, mais massifier avec un objectif. Se réapproprier l'énergie, on le voit à travers la crise énergétique qu'on vient de vivre, c'est aussi être capable de faire tampon dans quelques années avec sur la maîtrise du prix de l'énergie.
Donc on vient aussi de lancer, il y a quelques mois, ça a fait un retentissement national, la première marque d'électricité d'une communauté de communes. On a lancé une marque d'électricité qui s'appelle BoWatt, et donc on demande à tous nos habitants de se désabonner des fournisseurs d'énergie, je m'excuse s'il y en a dans la salle, pour s'abonner à la marque du territoire. Pourquoi ? Pas pour faire concurrence aux grands acteurs institutionnels, mais parce qu'il faut absolument qu'on replace aussi le citoyen, alors on l'a vu à travers le logement, à travers la question de l'énergie. C'est-à-dire que si on n'implique pas le citoyen, ça n'a pas de sens. Et nous, on fait le pari que les collectivités qui vont se réapproprier l'énergie, elles en tireront des bénéfices économiques. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait un projet, on s'associe à travers ce projet. Sur la méthanisation, on est en train de construire une unité de méthanisation territoriale, et là on a choisi l'outil, la CEMOP, alors je ne le développerai pas là, qui nous permet de rester à la tête du conseil d'administration. Là on a 35% des parts, c'est un projet de 12 millions d'euros, donc c'est des gros projets apportés par des collectivités comme les nôtres, et où on pense qu'on va produire, alors c'est pas on pense, on va produire énormément de biogaz, au démarrage 300 normaux mètres cubes de biogaz, mais on pense qu'on atteindra les 600 normaux mètres cubes de biogaz à l'heure assez rapidement, et donc là pareil, on croit en nos projets, on investit à travers un outil juridique et on pense que ça sera au bénéfice du territoire et des citoyens. Dernière petite question avant que vous partiez, tous ces projets, ça couvrirait quelle part de la consommation locale estimée ? Eh bien, c'est simple, hein. On est engagé dans un TEPOS, comme d'autres territoires en France. Donc un TEPOS, c'est quoi? C'est territoire à énergie positive en 2050. Tous les TEPOS fonctionnent comme ça. Nous, sur Belleville en Beaujolais, on le ramène à 2035. Voilà, donc c'est très clair. Énergie positive dès 2035. Oui, mais c'est un effort considérable. Ah ouais. Est-ce que pour les acteurs, je vous remercie, si vous voulez, on peut vous libérer si vous le souhaitez. Je regarde Coralie, c'est l'heure. Bon. Le chauffeur est prêt. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et je me demandais du coup pour les acteurs de l'aménagement, Epora, Serle, merci. Si ce type de projet énergétique émergeait ailleurs, est-ce que ça fait partie aussi d'autres projets, parce que ça mobilise là encore des fonciers. Là aussi, ça peut créer des effets de concurrence. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, ça peut créer des effets de concurrence. Après, il y a tellement de fonciers qui peuvent accueillir des doubles usages. On voit de l'agri-photovoltaïsme qui se développe. Il y a quand même des potentiels qui existent avant qu'on se pose la question d'une concurrence sur le sol, sur ces grands équipements photovoltaïques. Nous-mêmes, on est un tiers investisseur en photovoltaïque. On a une filiale qui s'appelle Serle Énergie et qui fait ce type de propositions. Et on a déjà des toits occupés. Et tous les toits ne peuvent pas être occupés, mais il y en a quand même beaucoup qui peuvent l'être. En tout cas sur l'énergie fossile et cette question du territoire, je pense que le principal vecteur d'émissions et de dépenses aux énergies fossiles, c'est les mobilités. Et donc ça renvoie quand même à la nécessité de la planification, d'une planification recentrée, le ZAN. Tout ça finalement va contribuer à nous désensibiliser à ces énergies fossiles. La façon dont on le vit sur des projets d'aménagement, très concrètement, c'est qu'on questionne le nombre de stationnements qui est offert à la fois sur l'espace public et sous les logements. Alors cette question elle est assez triviale, hein. Combien on offre de places dans l'espace public? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des places pour les voitures? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des places pour des arbres ou des pistes cyclables? Alors, dit comme ça, la réponse est assez simple, mais enfin quand on concerte, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une réflexion sur les espaces publics, le partage de ces espaces, leur apaisement, qui est assez fondamental finalement dans le partage de l'espace public et qui est très politique en tant que tel, au sens premier du terme. C'est finalement qu'est-ce qu'on fait de l'espace qui est disponible, et ça a un impact majeur sur l'énergie, au moins autant que les modes constructifs qu'on peut imaginer. En tout cas sur la durée, ça compte beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire. Après des réseaux de chaleur, oui, on en voit beaucoup. Enfin, la métropole de Lyon, que je connais bien pour le coup, en développe. On n'a quasiment plus de projets urbains qui ne soient plus reliés à des réseaux de chaleur. On expérimente alors
il aurait été content d'entendre ça, monsieur le maire, parce qu'on expérimente sur une opération dans le sud de Lyon un réseau de chaleur branché à une station d'épuration, une des plus grosses stations d'épuration de la métropole, donc énormément de calories. Donc on a l'objectif de chauffer 900 logements avec ce type de réseau de chaleur. Donc voilà, on avance aussi en fonction des opportunités. Florence Hier. Alors, moi je ne suis pas aménageur. Je livre les terrains prêts à aménager à des aménageurs comme la Serle par exemple. La question de qu'est-ce qui arrive sur les terrains qu'on prépare est un sujet... D'abord, nous ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'on accueille d'abord des logements. On va parler peut-être de la question qui a été posée là. Des logements, des entreprises, de l'économie. Et puis, quand on a des terrains qui n'ont plus aucun usage possible, on essaie de voir l'usage ultime qu'on peut en faire. Et ça peut être des panneaux photovoltaïques qui peuvent attendre pendant 20 ans et puis de voir peut-être si on a à un moment donné un moyen économique pour dépolluer le terrain, par exemple. Parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui. Donc il peut y avoir des phases de transition qui permettent de développer des opérations qui ont une durée de vie. Hein. Donc la question de la temporalité est importante, notamment pour des terrains qui sont fortement impactés par la pollution. Si vous me permettez, je réponds à la question là, qui a été posée sur le principe de portage du foncier économique sur la durée, avec la question de la gestion de l'offre de logement des territoires en tension. Ça existe. C'est le bail réel et solidaire, avec des organismes fonciers solidaires qui ont été créés par la loi, et je ne sais plus laquelle, mais il n'y a pas très longtemps, qui permet effectivement de développer du logement social en faisant un démembrement de la propriété. L'OFS, l'organisme foncier solidaire, conserve le foncier et le bâtiment qui va recevoir les logements, lui, est acheté par les propriétaires et justement ça permet de limiter ensuite l'investissement du propriétaire puisqu'il ne paye pas le foncier et que le foncier, lui, il est conservé dans la foncière. Et en plus, on fait en sorte que ce propriétaire soit dans des plafonds logements sociaux et que même s'il devient propriétaire d'un bien, il ne pourra pas faire la bascule immobilière puisque le nouveau propriétaire, s'il vend, devra aussi être dans les plafonds du logement social. Donc ce produit-là est en train de se développer sur les territoires. Il y en a un certain nombre qui ont été déjà développés sur la métropole de Lyon. Nous en avons aussi qui sont en train de se développer sur des fonciers qui ont été développés par EPORA. Donc voilà, donc on a déjà ce système-là qui existe pour le foncier résidentiel, pour le logement notamment social. Et qui permet effectivement de réduire les enveloppes des opérations, exactement, le montant des opérations. Je me permets de revenir quand même au thème de la transition énergétique. Là, on a parlé plutôt réseau avec Belleville, les réseaux de chaleur également avec vous, la Serle, le potentiel usage de friches. Qu'est-ce qu'il en est, Franck Desmond, de la transition énergétique appliquée à la conception des bâtiments, à leur exploitation? Est-ce que vous voyez, vous, des solutions émerger des territoires? Comment vous vous positionnez là-dessus? Alors, je vais être un peu provocateur parce qu'en fait, on prône depuis... Alors déjà, tout ce qui est entrepris, proposé est louable. Hein. Très clairement, toutes les actions qui sont entreprises, toutes les réflexions qui sont portées aujourd'hui sont louables et vont dans le bon sens. À notre niveau, et là je pense que mes adhérents vont plutôt aimer, je pense que la mécanique en fait elle n'est pas en route et quand on parle de nouveaux modèles, il faut se remettre en question totalement sur les grands principes que nous appliquons aujourd'hui. Alors je vais aller du plus simple au plus complexe. Le plus simple, on nous demande, alors imaginons qu'on soit un membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre, simplement déjà sur la partie investissement, on nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travaux et plus on réduit les coûts, moins on nous rémunère. Ce qui montre bien que là, il y a une vraie problématique, c'est qu'en fait, rien n'est fait aujourd'hui pour inciter tout simplement les maîtres d'ouvrage à aller chercher, je dirais,
de la compétence, aller chercher de l'innovation, puisqu'en fait on est sur un système où aujourd'hui notre modèle actuel il est totalement dépassé. On est sur une rémunération liée au montant des travaux qui s'écarte totalement en fait de ce qu'on peut apporter en termes de compétences, de valeur ajoutée dans les projets. Alors là je suis à la base. Deuxième niveau, le modèle actuel, en fait, en réalité, c'est une bataille chafouin sur des projets d'investissement. Quand on sait tous que le projet d'investissement pèse à peu près 15% des dépenses totales qui sont nécessaires sur la durée de vie d'un bâtiment, on bataille sur pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des 85% restants. C'est-à-dire que là, la question, alors effectivement, de l'énergie, de l'exploitation, de notre capacité en fait à faire face sur 85%, on en parle rarement. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, je reviens sur Nîmes il y a quelques années où on disait, pardon, il faut s'organiser, il faut être en capacité de réfléchir. Alors, on parle là de coût global, sur cette capacité à accompagner les collectivités sur des arbitrages qui sont autres que le simple investissement. Cette capacité à pouvoir avoir une capacité. Alors aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les mœurs. On a des réelles difficultés avec les collectivités parce que c'est un problème d'organisation et de grille de lecture. Mais là, typiquement, moi, je rêverais de pouvoir imposer à un promoteur qui construit du logement une lecture en coût global de son opération d'investissement à qui va vendre. S'il intégrait l'impact que ça a pour ses acquéreurs, son produit devient de fait plus attractif. Voilà, donc c'est une bataille que l'on a. Si on ne parle que de bilan d'investissement, c'est-à-dire en gros foncier, travaux, honoraires, je vais rajouter marge pour les promoteurs, on se trompe totalement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'aller un peu plus loin et poser. Et puis il y a un troisième niveau que j'ai voulu un petit peu initier au début de cette table ronde, de ce débat, c'est ce qu'on appelle le coût global étendu. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'opération, toutes nos réflexions, toutes nos actions, elles ont un impact immédiat alors, sur le quartier, sur la ville. Et ça, on ne pousse pas assez loin aujourd'hui. Alors, on a effectivement, alors je le redis, hein, c'est louable. On travaille beaucoup sur la décarbonation, on travaille beaucoup sur des mécaniques qui nous permettent effectivement de maîtriser du foncier. Je connais très bien Frédéric Pranchéry, ça fait longtemps que je le connais, il a une action très très active sur son territoire, mais je me pose réellement la question pourquoi on n'a pas changé déjà le modèle pour l'accompagner. Si les outils d'arbitrage restent les mêmes qu'aujourd'hui, on n'y arrivera pas, voilà, très clairement. Donc je parle en fait très clairement d'un modèle qui est en concevoir, qui est une grille de lecture très différente de ce qu'on a aujourd'hui. Et ça va toucher tout notre environnement. J'ai à face de moi un partenaire qui nous accompagne depuis de longues dates, qui est la banque, la BTP. Il faut aussi que leur grille de lecture, on parle de taxonomie, soit intégrée pour nous accompagner dans les territoires. Voilà, donc ça c'est notre lecture. Alors l'Intec prône ce message depuis plusieurs années. On a la chance aujourd'hui, je le dis très sincèrement, parce qu'on est en situation assez complexe, on est à une situation de crise, alors plutôt pour la construction, etc. On a une place, et quand je dis que c'est le moment de passer le cap, c'est-à-dire que c'est le moment de définir ce nouveau modèle. Avant de conclure, Monsieur Perrault, sur la transition énergétique, peut-être vous voulez réagir? Merci. Ouais, donc, comme l'a dit Franck, hein, on a un tout petit acteur, puisqu'on sait qu'avant tout, c'est la consommation du bâtiment, le gros. Ensuite, c'est les industriels, et nous, on vient au milieu de cela. Ce que je rejoins complètement, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne sur le coût de construction, on ne raisonne jamais sur le coût global de la durée de vie du bâtiment. Et c'est important parce que, par exemple, on parlait de banquier, pour quelqu'un, on dit que les citoyens ne peuvent pas aller acquérir un logement aujourd'hui. Mais en fait, on raisonne sur le coût immédiat et on ne raisonne pas sur la durée de vie du bâtiment. S'il a une grosse économie en termes de consommation, c'est peu pris en compte dans les recommandations de la CFR, c'est-à-dire du fameux 30%. Donc ça c'est la première chose importante. La deuxième chose, même si on n'est qu'un petit acteur, on travaille beaucoup à la Fédé sur notre bilan carbone de nos entreprises. On regrette fortement que dans les choix, on en a parlé, le maire de Lille en a parlé, l'économie circulaire, en fait, il apparaît très peu. Alors qu'on pense que c'est vraiment un facteur très important. En fait, aujourd'hui, dans les développements de réglementation, il intervient très peu. Et puis le troisième point, ce qu'il faut, c'est vraiment, ce qu'on regrette nous, c'est qu'il faut un plan stratégique, énergie sur du moyen terme, sur du 3 ou 5 ans. Voilà. Comment voulez-vous que les industriels que nous, on forme notre personnel,
Quand RT 2012, on nous a dit qu'il fallait 100% de gaz et que c'était le meilleur des produits, aujourd'hui il faut 100% de PAC et c'est le meilleur des produits. On a la même chose sur la gestion des combles, etc. Donc en fait, il nous faut une vraie stratégie d'économie d'énergie, de zéro carbone, une stratégie à 5 ans et arrêter ces allers-retours qui fait que nos entreprises sont sur un marché, le marché n'existe plus, on doit les reformer, etc. Donc je pense qu'on a besoin également de cette stratégie à long terme, sur 5 ans, voilà comment ça va se passer. Il faut qu'on conclue définitivement. Peut-être Franck, un mot pour conclure ce... Je vais imaginer les propos, alors là je vais commencer à être fâché avec certains, mais je vais imaginer les propos auxquels on adhère de la Fédération du bâtiment portée par Franck. Quand on voit en fait tout ce qui nous a été proposé en fait en modification sur le plan du financement du logement, de la construction, la crise qu'on est en train de vivre, notre situation pour nous elle est assez complexe, c'est-à-dire que, je parle pour nous économistes de la construction, on est obligé de dire que le système qui était en place est un système qui était devenu obsolète et qui était dévié de son sens. Une fois qu'on a dit ça, la situation est grave, c'est-à-dire que tout ce qui avait été mis en place pour accompagner la construction, c'est quelque chose qui était dévié de son sens et qui était utilisé à des fins totalement autres de construire du logement de qualité dans des secteurs prioritaires à un prix raisonnable. Une fois qu'on a dit ça, on ne cautionne pas le fait, par exemple, typiquement, qu'il y ait la suppression du Pinel. Je prends cet exemple-là, mais c'en est d'autres, on peut parler du PTZ et autres. Le vrai sujet, c'est qu'on a été tellement sourds, on a été tellement dans l'incapacité de se remettre en question. En réalité, c'est que on a fait tout et n'importe quoi. Et j'étais amené de dire, alors en qualité du président du syndicat, que c'était quelque part bien fait pour nous. Dans le sens où, en fait, on avait tellement dévié ce système-là que le levier qui était face à nous était très mal utilisé. Ce qui est par contre pas tolérable. Et là, je reprends les chiffres que tu as cités, je vais en citer deux. C'est en l'espace de 6 mois, en fait, nos ménages ont perdu une capacité d'emprunt de 50 000 €, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la hausse, avec l'inflation, avec la hausse des coûts des matériaux, avec la hausse du foncier, aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui est un peu dramatique, c'est-à-dire que la capacité d'emprunt des ménages, en moyenne, a baissé de 50 000 €. C'est-à-dire qu'en fait, on achète globalement une pièce de moins qu'il y a 6 mois avec le même salaire donc il y a 6 mois. Et il y a un deuxième, et tu l'as bien mis en avant, c'est que cette chute brutale de la construction va générer à peu près, on dit toujours un logement, 2 emplois directs et indirects, mais c'est ça. Donc là où ça devient intolérable, c'est qu'en fait, on a supprimé sans proposer en fait d'alternative. Et ça, c'est encore notre responsabilité, c'est notre faute, puisque ça fait des mois, des années qu'on dit que le modèle était épuisé et qu'il fallait le changer. Sauf qu'on croit toujours qu'en fait, quand on est au bord de la falaise, qu'on va trouver la solution. Voilà. Et là, très clairement, c'est devenu très très difficile. Donc moi, je réitère, alors c'est assez déroutant parce que on avait plus d'1 millier de personnes animées, on disait remettez-vous en question, faites une approche en coût global. On avait plus d'1 millier de personnes à La Rochelle où on disait attention décarbonation, ça se passe maintenant, il ne faut pas attendre. Et aujourd'hui on dit attention, 1 millier de personnes aujourd'hui, et c'est attention, c'est dans les territoires que ça doit se passer. Donc voilà, moi je suis un peu perplexe, tout simplement, sur notre manière d'appréhender, en tout cas, de pouvoir être en capacité d'apporter des réponses à un contexte qui est quand même très complexe. Bon. Je suis très optimiste par nature. On va retenir que la transition écologique est peut-être l'occasion de repenser ce modèle. J'ai dit hier lors de l'Assemblée Générale de l'Intec, c'est maintenant que ça se passe. Quand je dis que c'est maintenant que ça se passe, c'est que c'est maintenant très clairement qu'il faut que la filière se remette en question. Et on a été amené à faire des propositions. Alors, on n'est pas sur des propositions tarifées, parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas d'argent, mais on est sur des propositions concrètes de remise en question qui vont nous permettre de faire face. Allez, en un mot, Florence Hilaire, parce qu'il faut vraiment qu'on... Un peu de positivisme. Je trouve que les collectivités, d'un point de vue global, évidemment, chacune à leur niveau, ont un niveau de prise de conscience de ces sujets de plus en plus fort. Je voulais donner, en dehors de la question foncière, je voulais donner aussi un exemple. C'est que si ces dernières années, quand l'établissement intervenait, on se posait pas facilement la question, est-ce qu'on maintient les bâtis? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les réhabilite ou est-ce qu'on les démolit? La réponse était immédiate, on démolit. Pourquoi? Parce que les quelques études qu'on faisait montraient que la démolition était forcément moins chère
que le maintien. Et là, maintenant, on commence à avoir des collectivités qui regardent ces solutions d'une manière autre que économique, parce que c'est toujours souvent moins cher. Mais quand on regarde ça sur le coût complet, comme vous dites, c'est-à-dire la démolition, le fait qu'on va créer des déchets, qu'il va falloir les gérer, qu'il va falloir dépenser de l'énergie pour ensuite reconstruire avec des matériaux plus ou moins nobles, eh bien, les collectivités sont en train de changer leur regard là-dessus, et je trouve qu'il y a de l'optimisme là-dedans. Elles sont aussi en train de changer de regard sur le foncier, même si elles sont contraintes, même s'il y en a quelques-unes qui râlent, même si la région dit aujourd'hui le ZAN, on n'y va pas. Mais aujourd'hui, on voit très bien que les collectivités, pour la plupart, sont bien conscientes de ces sujets-là. Maintenant, il y a des sujets économiques, et elles aussi sont en difficulté. On parle des ménages, mais on peut parler aussi des collectivités. Elles sont en difficulté, et il faut trouver à chaque fois les modèles économiques qui vont pouvoir accompagner ces révolutions qui sont attendues. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi un sujet financier très fort, et il faut trouver les modèles. Merci pour ces mots positifs sur le potentiel, la prise de conscience et le potentiel des territoires, qui nous renvoient très directement au thème du débat. Il me reste à vous remercier tous les 4 restants, et puis à vous dans la salle pour avoir suivi ce débat. Rendez-vous demain 10h30 pour un dernier atelier sur les métiers et les compétences de demain, pour justement accompagner cette transition écologique. Merci à vous tous.